Bonjour à tous, amateurs de basket européen, de basket tout court, mais surtout de basket européen, on va pas se mentir. On se retrouve aujourd'hui avec une équipe, une Dream Team, une équipe élargie, une équipe qu'on n'a pas vue depuis longtemps, que je m'en vais présenter avec l'homme de retour, le double M, qui était là, qui a fait vivre les premières semaines de l'hebdo Euroleague. C'est ce cher Mathieu. Salut Mathieu. J'adore ce genre d'intro. Merci Olivier. Salut les gars, salut tout le monde, ça va? Ensuite, pour accompagner notre cher Mathieu, le Riccardo Moraschini de Moselle, putain j'ai failli dire de Lorraine, tu m'aurais tué. Le présentateur habituel, notre cher Corentin. Bonjour jeune homme. Merci. On peut rajouter aussi le poseur d'écran de Mathieu, puisque hier il a filoché grâce à moi. Merci Corentin. Et enfin la touche serbe de Haute-Vienne, le sniper main gauche, le tueur, le chroniqueur, mon ami et rival, Romain. Salut tout le monde, comment ça va? Ah, Ça va super. nickel. Je suis très content de vous retrouver les gars. Ah, ça fait Ouais, plaisir les d'être gars. tous ensemble. Ah bah ouais. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dans la mesure où on a beaucoup de choses à dire, vraisemblablement, et dans la mesure où on va aussi s'écharper la tronche comme des gros porcs, je voulais d'abord passer sur une touche, je dirais, d'actualité. Et pour ça, je lance notre Jean-Pierre Pernaut à nous. Romain, quelques petites news? Effectivement, on va pas tourner autour de Pogazol longtemps et du coup, on va se lancer tout de suite. Il y a des scénarios qui sont étudiés pour le prochain Final Four à Cologne. Donc, qui aura lieu du 28 au 30 mai prochain. C'est une des directrices de la partie business qui l'a déclaré. Donc, elle s'appelle Roser Keralto. Et elle a dit que l'Euroleague pensait à une jauge de 25% pour le prochain Final Four. Alors, rien n'est pour l'instant officiel et c'est toujours à l'étude. Ils ont déjà dit que les arènes ne seront pas pleines pour cette fin de saison. Mais du coup, voilà, il y a un scénario qui est étudié pour 25% de public à Cologne et il y en a un autre qui serait le pire des cas et du coup, il continuerait à faire 100 personnes. Donc voilà, il y a peut-être une possibilité de voir un peu de public dans cette fin de saison, ce qui ferait du bien à tout le monde. Ensuite, la nouvelle, on en reparlera un petit peu plus tard aussi pendant les présentations des affiches, mais la rumeur Mike James reviendra pas, ça c'est la question que tout le monde se pose. Il y a une rumeur qui l'annonçait de retour à Moscou pour les playoffs et il pourrait peut-être prolonger pour les prochaines années. Et la conséquence de tout ça, c'est que ça nous amènerait à un départ du coach Dimitri Sitoudis. Donc là, c'était une petite bombe lâchée dans le milieu pour le CSKA Moscou, mais depuis, il y a d'autres rumeurs qui envoient Mike James du côté de New York entre les Knicks et les Nets. Donc encore affaire à suivre. Ça Et aurait alors, été. pour compléter hein, ce que tu viens de dire, j'ai vu l'info hier, alors qui a été relayée par Chris Arpidis, qui est en général plutôt bien informé dans la communauté Basket Euroleague. Mike James aurait rompu son contrat hier, a priori. Voilà, donc possibilité qu'ils ne reviennent pas du tout du coup. Euh, Petit dossier sensible, cette semaine il y a eu une réunion avec 7 clubs de l'Euroleague qui sont le Maccabi, le CSKA, Milan, l'Olympiakos, le Pana, l'Anadolu et le Zalgiris, donc tous des titulaires d'une licence A et ils se sont réunis du côté d'Athènes grâce à leur GM ou leur président et dans le but de ne pas renouveler leur confiance envers Jordi Bertomeu, donc le grand boss de l'Euroleague. Ces clubs lui reprochent une gestion financière de la compétition qui amène ces clubs à perdre de l'argent et surtout à ne pas en gagner beaucoup. Ils lui ont adressé une lettre qui disait donc cher Jordi, avec cette lettre, nous tenons à vous informer que nous ne donnons pas notre consentement pour que votre mandat soit renouvelé, comme cela se produit chaque année. Voilà, donc il y a encore un conflit ouvert envers l'Espagnol de 62 ans, qui lui a décidé du coup pour se défendre de proposer une modification du format de l'Eurocup avec des licences de 3 ans pour une compétition qui descendrait à 20 clubs. Donc voilà, le basket européen a besoin d'une élite, ça on est tous plus ou moins d'accord, mais elle n'est toujours pas sortie de cette guerre d'ego. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu passer l'info et ce que vous en pensez, mais on est encore en pleine guerre de tranchées. Ouais. J'ai vu passer, je sais pas quoi en penser. Honnêtement, oui,
c'est des clubs qui perdent pas d'argent. À remarquer que d'ailleurs les Espagnols n'étaient pas là parce que eux, pour la plupart, les deux gros notamment, ils ont les sections foot qui compensent. Mais ça va faire couler beaucoup d'encre, pardon. J'ai juste hâte de savoir comment ça va se terminer. Est-ce que Bertomeu va sauter ou pas? Et surtout, est-ce qu'on a de la chance de voir de voir certains partir dans les compétitions FIBA? C'est la question du coup qui va rester en suspens pendant un petit moment, mais voilà, il y a encore des conflits et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Autre nouvelle, retraité depuis 2018, Juan Carlos Navarro prend une place importante dans son club de cœur, Barcelone. La Bomba devient le GM du club et du coup, voilà, ça peut peut-être tout de suite se traduire par un titre en Euroleague que le club espère depuis 10 ans. Donc la Bomba est bien de retour à Barcelone. C'est une très bonne nouvelle pour la suite. Et enfin, au rayon des rumeurs, Jock Landale, donc l'ancien pivot du Partizan et du Žalgiris, pourrait renforcer l'Olympiakos. Il aurait reçu une offre de 2 ans de la part des Reds. Les Reds qui, du coup, se montrent plutôt très actifs puisqu'ils ont aussi la piste Jordan Lloyd et Thomas Walkup. Mais ce dernier, du coup, serait aussi tenté par l'aventure Maccabi alors que le Žalgiris tente de le prolonger. Pour ce qui est de Jock Landale, je mettrais bien une petite cote, moi, sur le fait qu'il se dirige vers Milan. Je vous explique en 2 secondes pourquoi. Là, on est sur des jeux d'agents, hein, donc les joueurs sont annoncés à un endroit et puis finalement ils vont aller à un autre endroit. Jock Landale avait quitté le Žalgiris la saison dernière pour tenter sa chance. Il était parti pour tâter le terrain sur les Summer League en NBA. Il est parti jouer en Australie où il a tout cassé. Milan a besoin d'un renfort dans la raquette, quelqu'un d'un peu rugueux, défensif. Jock Landale a été excellent dans son association l'an dernier avec Zach Ledey. Zach Ledey qui, moi je trouve, a du mal à exister cette année pour plein de raisons différentes. Voilà. Alors entre le besoin d'un pivot pour Milan et l'association qui fonctionne, plus un jeune joueur, je pense que ça pourrait être intéressant pour les Lombards. On y croit en tout cas. C'est tout pour les news. Très bien. Merci Romain. Alors ce que je vous propose c'est d'emblée d'enchaîner sur la présentation de chaque quart de finale. Chacun de nous va présenter une partie, puis on va pouvoir en discuter un petit peu, ça vous convient ? Ouais, juste une petite question. Je crois que ça va être la seule émission Euroleague de l'année. On va pas parler du Team Team Moscou. Voilà. Comme ça, le nom est cité une fois et on peut partir sur de bonnes bases. J'avais prévu les inclure dans une intro spécifique, mais bon, finalement, voilà. Respect et robustesse. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le faire justement par ordre de classement et d'attaquer donc par l'opposition entre le premier, le Barça, et le 8e, le Zénith Saint-Pétersbourg. Barcelone, donc, avec un bilan de 24 victoires et 10 défaites, qui accueillera à partir de mercredi 21 avril, 21h, le Zénith Saint-Pétersbourg, qui, eux, avait un bilan de 20 victoires et 14 défaites, du coach Xavi Pascual. Xavi Pascual, qui est donc le dernier coach titré avec le Barça en 2010, pour le Final Four qui était à Paris, si je me plante pas, un match magnifique. Que dire sur ce match ? Ça va être très subjectif, mais voilà, le Barça, que l'on imaginait tous premier en début de saison, qui a terminé premier, une saison où ils ont finalement fait montre d'une maîtrise globale du début à la fin. Ils ont laissé passer l'orage du CSKA qui a fait un rush énorme. Ils ont réussi à contenir la montée en puissance de l'Anadolu sur la fin en étant dans une forme de gestion. Une gestion qui s'est ressentie par l'utilisation de l'ensemble des joueurs de l'équipe, avec 14 joueurs à plus de 10 minutes par match, tout en sachant que les joueurs à moins de 10 minutes sont Martinez, Bolmaro et Pustovic, qui ont eu quand même un rôle à jouer. L'impression que ça me laisse, moi, mais on va pouvoir en discuter, c'est que finalement, du fait de la profondeur et du talent de cette équipe, en plus du talent en coaching, Jasikevičius a pu responsabiliser tout le monde. Je pense pas qu'on les ait déjà vus en configuration play-off. C'est pour ça que cette opposition me paraît très intéressante à suivre. Et un aspect qui est d'autant plus intéressant quand je me suis penché un peu sur les dynamiques, c'est que on pouvait s'attendre à ce que ce soit l'attaque du Barça qui soit sensationnelle, du fait des talents individuels intrinsèques de chacun, mais finalement, le Barça s'affirme comme étant la meilleure défense d'Euroleague cette saison,
que ce soit sur les statistiques, mais aussi sur l'impression visuelle. Une défense en edge, donc où ils vont chercher systématiquement le porteur de balle et les joueurs sur leur course très très haut. Cette défense, selon moi, initialement avait été mise en place pour protéger les deux exceptionnels talents offensifs que sont Nikola Mirotic et Brandon Davis, mais qui ont d'énormes carences défensives. Et donc en allant chercher les joueurs très hauts, on n'aide pas l'attaque à se placer et à pouvoir placer ses joueurs poste bas, mais du coup cette identité qui était faite initialement pour protéger leur talent offensif est devenue leur vraie marque de fabrique, grâce à des joueurs comme Corey Higgins, comme Adam Anga et comme Nick Calates, qui a eu un rôle incroyable dans cette équipe sur l'aspect défensif. C'est à souligner. Voilà, pour le Barça, c'est ce que j'ai pu voir d'essentiel avec des shooters à 3 points incroyables, les Abrines, Kuric, Oriola, étonnamment. Et en phase 2, pour faire vite, c'est une équipe qui leur ressemble dans le sens où c'est une excellente défense, mais excellente défense parce qu'ils ont la maîtrise du ballon. Une gestion de l'axe 1-5, que ce soit Pangos Gudaitis ou Pangos Thomas quand il est décalé en 5, exceptionnelle. Une équipe qui a surpris tout le monde. À la moitié du championnat, ils étaient seconds avec 12 victoires et 5 défaites. Ils ont un peu accusé le coup pour des raisons que vous aviez évoquées dans un podcast justement sur les Zénith, à savoir le manque de profondeur et le niveau plafond qui est conditionné par la symbiose collective. Mais quand ça marche moins bien ou quand les joueurs sont fatigués, c'est beaucoup plus compliqué. Des grosses découvertes, un recrutement ciblé, une équipe magnifique. Pour ce qui est de mon pronostic perso, et donc c'est là que je pourrais en discuter avec vous, j'imagine un 3-1 pour le Barça, dans le sens où, dans la mesure où ils n'ont pas été encore sur une configuration play-off, je vois bien Zénith prendre un match, mais je vois évidemment le Barça beaucoup plus fort, et je fais confiance à Jasikevicius pour adapter sa stratégie et nous offrir le vrai basket du Barça. Voilà les amis, je vous laisse un peu la parole. Qui veut parler? Eh ben vas-y, je prends la parole. Cette équipe de Barça, c'est depuis le début de la saison mon favori, et c'est vrai que sur l'impression de la saison, je trouve que c'est l'équipe qui a été le plus en maîtrise tout du long. Il n'y a jamais eu ce moment où tu les sens vraiment dans un gros creux de la vague, où on peut se poser des questions. Il y a une maîtrise totale de Jasikevicius. Ce qui est intéressant, c'est qu'en face, c'est Xavi Pascual d'ailleurs qui va entraîner. Donc c'est un club qui connaît bien son adversaire. Et cette équipe du Zénith, c'est vraiment la belle grosse surprise de la saison. Je ne les voyais vraiment pas à ce niveau-là. Et il va y avoir des match-ups super intéressantes. Olivier a très bien résumé la chose. Maintenant, ce qui va manquer pour Zénith, c'est le manque d'expérience. Mais j'ai envie de dire que pour eux, déjà, arriver à ce stade de la compétition, être qualifiés alors que l'année dernière, ils étaient dans les bas-fonds du classement, c'est une grosse réussite. Je vois pareil, le Barça plutôt dominé, sans grande difficulté. Ils ont la rotation, ils ont de la profondeur de banc, ils ont un peu plus de talent. Et ils ont Jasikevicius qui a quand même proposé un playbook monstrueux tout le long de l'année. Donc 3-1 pour moi aussi au niveau du prono. Je vais être très court aussi. 3-0. 3-0 pour le Barça. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas les rotations en face. Beaucoup d'envie, mais je vois le Barça comme un rouleau compresseur, avec beaucoup de certitude. Attention peut-être à ne pas trop en faire, notamment via l'intégration de Pau Gasol et les balles perdues aussi. Première équipe aux balles perdues cette saison. Moi ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment ils vont réussir à museler Pangos. Ça m'intéresse énormément. Et merci Olivier d'avoir mis en lumière l'impact de Calates en défense, parce que j'en doutais en début de saison et il m'a fait mentir le coquinou. Moi, il n'y a aucun doute, je rejoins Corentin, il y a 3-0. C'est pas contre le Zénith m'a fait vraiment plaisir cette saison, ça, il y a zéro débat là-dessus. Mais Barcelone, beaucoup trop fort. La science du jeu de la part de toute cette équipe, que ce soit du Calates, du Gasol, du Mirotic, il y a beaucoup ça déborde d'expérience et d'intelligence avec Jasikevicius. Pascual va devoir répondre à des équations beaucoup trop compliquées, je pense, parce qu'il y en a vraiment de partout. Et puis surtout, le Barça a une arme à être décisive qui s'appelle Corey Higgins. Et j'ai du mal à croire qu'un Mateusz Ponica pourrait le stopper sur toute une série. Donc
C'est pas, j'ai rien contre le Zénith, au contraire, ça va être très beau à regarder, mais pour moi, la sanction, elle va tomber très rapidement et ça va faire du 3-0. Il y a une sorte de destin croisé entre ces deux équipes, hein. Ils s'étaient affrontés lors de la deuxième journée. Le Zénith avait gagné ce match en mettant vraiment à mal Mirotic avec un énorme match de Poitres qui avait insisté sur lui. Quand on analyse un peu les défaites du Barça, donc ils ont perdu 10 matchs, hein. Sur ces 10 matchs, ils en perdent 2 contre le Maccabi, 2 contre l'Asvel, 2 contre l'Anadolu, 2 contre le Bayern. Donc ils perdent les 2 matchs à chaque fois contre ces équipes et ensuite ils perdent une fois contre l'Olympiakos et donc une fois contre le Zénith. Sur ces 10 défaites, à chaque fois, Calates est à moins de 10 déballes. Alors, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, là où les destins sont croisés et la dynamique, le point d'analyse tactique, il est le même. Je pense qu'au-delà de la question de Mirotic, alors, Higgins évidemment va jouer un rôle important parce que c'est lui qui va défendre Pangos, certainement, mais celui qui réussira à faire déjouer le meneur adverse, ça jugera la série de manière facile. Bon, évidemment, vous savez bien que je pense bien que c'est le Barça qui va arriver à défendre Pangos, comme ils avaient réussi à faire au match retour notamment, où ils avaient utilisé une box par Calates très très haute. Alors Gudaitis n'était pas là, mais ils avaient réussi à ne pas permettre au pivot de faire redescendre la défense. Donc je pense que tout l'intérêt de Xabi Pascual, ce sera de permettre à l'intérieur de plonger suffisamment et d'utiliser Bonitka aura un rôle important parce que je pense que le backdoor sera utilisé énormément pour forcer la défense du Barça à pas pouvoir jouer le edge et les switches systématiques. C'est c'est le seul levier, je dirais, du Zénith s'ils veulent au moins un peu exister, c'est faire coller la défense du Barça à la ligne de fond. Sinon c'est terminé quoi. Et bon, voilà. Après, moi, j'ai pas grand-chose de plus que ça. Gudaitis revient de blessure, hein. J'ai vu qu'il avait joué hier soir avec le Zénith, hier après-midi, pardon. À votre avis, le MVP de cette série? Je mettrais une pièce sur Calates. Je me trompe, je mets une pièce sur Calates. Ouais, pas mal. Moi, je mets Mirotic. Ouais. Moi, je mets Calates aussi. Ouais. Je mettrais bien Calates parce que j'ai un autre petit gars que je vois au mieux sur une autre série. Ouais, Calates, ouais. Très bien. Voilà, messieurs, c'est tout pour moi sur cette série. On enchaîne? Ok. On enchaîne. Alors, on enchaîne avec l'opposition entre le CSKA Moscou second et le Fenerbahçe 7e, si ça vous convient. Vamos. Ouais. Et du coup, c'est moi qui vais m'en occuper. Et alors, je vais me mouiller tout de suite, mais pour moi, peut-être l'une des séries les plus stimulantes de ces playoffs. Moi, j'ai hâte d'y être. En quelques chiffres, du coup, depuis 2000, le CSK mène 20 victoires à 9 contre le Fenerbahçe. Et puis en plus, du coup, cette série représente aussi la même affiche que la finale de 2016 que le CSK avait remporté en prolongation 101 à 96. Mais elle est d'autant plus séduisante et serrée que si on se penche sur les 10 dernières rencontres entre les deux équipes, c'est d'une rare qualité et d'un rare suspense parce qu'il y a eu 4 prolongations, 2 matchs avec seulement 1 point d'écart et un seul match avec plus de 6 points de différence. Donc c'est un délire complet entre ces deux équipes. Pour le petit bilan de cette saison, il y a une victoire partout. Donc le CSK avait remporté la mise au round 3, oui c'est ça, 77-78, notamment après prolongation. Une prolongation arrachée par Will Clyburn à 3 points et un match de Nando De Colo plutôt terne puisqu'il ne l'avait pas terminé à cause de 2 fautes techniques. Et au retour, le Fenerbahçe s'était imposé à Moscou pour le retour de Nando De Colo dans la Megasport Arena. Une victoire 89 à 83 et un très grand Nando De Colo avec 38 d'évaluation, bien épaulé par Vesely, 32 d'évaluation. Donc voilà, les deux équipes se sont plutôt bien répondues cette saison. Et après, si on doit rentrer dans le détail, moi je suis allé chercher du coup des comparaisons statistiques entre les deux équipes. Le CSK est une meilleure attaque puisque c'est la meilleure attaque de la compétition avec 84,32 points inscrits contre 78,5 pour le Fener.
Mais le Fener est une équipe bien plus collective avec 18,6 passes de moyenne contre 15,8 pour les Russes qui sont avant-derniers de la compétition. Le CSKA leur rend au rebond avec c'est l'équipe qui est la meilleure au rebond avec 35,97 rebonds par match contre donc les derniers qui sont le Fenerbahçe avec 30,2. Voilà, donc on essaye d'avoir ce point statistique, mais, et là je l'ai vu, c'est mon copain Olive qui arrête pas de spammer dans le chat entre nous. Oui, je l'ai vu. Tout ceci pour le CSKA ne marchait que s'il y avait Mike James, sauf que Mike James ne sera pas là et du coup le CSKA est privé de son meilleur marqueur et de son meilleur joueur à l'évaluation, mais il manque aussi Nikola Milutinov, son meilleur rebondeur, ce qui est une énorme perte pour le CSKA à Moscou. Et en face, par contre, on va pouvoir compter sur un Jan Vesely qui revient lui aussi de blessure et Nando De Colo. Donc les deux joueurs font partie des 6 meilleurs évals de l'Euroleague cette saison. Donc concrètement, ça va être assez compliqué si on se base sur ça pour le CSKA Moscou, qui va commencer avec l'avantage du terrain, mais cette saison on sait que bon, ça compte pas vraiment. Ça s'est vu aussi sur le match retour où ils ont perdu à domicile contre le Fener. Le CSKA, en plus de tout ça, a payé le prix de l'effort avec de nombreuses blessures, puisque cette saison, Daniel Hackett a été touché 2 fois, notamment à l'épaule au début du mois d'avril. Toko Shengelia a eu un problème au genou en février. Bolomboy a eu un problème au pied en mars. Et du coup, Milutinov n'est pas là pour le reste de la saison. Donc ça n'arrange rien. Et dans un deuxième temps, le Fenerbahçe, lui, est actuellement touché par le Covid, avec 8 cas positifs dans l'équipe. C'est 5 joueurs et 3 membres du staff. Donc pour l'instant, ils sont à l'isolement. Ils ont dû repousser leur match contre l'Anadolu ce week-end et ça peut remettre en cause aussi la date du match 1 qui doit se jouer donc le 21. Donc voilà, les deux équipes sont pas mal dérangées à ce niveau-là, mais la série peut être plutôt très bonne. J'ai noté quelques hommes clés pour cette série. Donc du côté du CSKA, pour moi, avec toutes les absences qu'il y a, Milutinov et Mike James, je vois Toko Shengelia et Will Clyburn comme les hommes clés du CSKA. En face, forcément, Nando De Colo et Jan Vesely. J'ai aussi cherché des facteurs X possibles. Pour moi, du côté du CSKA, il y aurait Daruun Hilliard et Johannes Voigtmann, donc les deux anciens de Vitoria qui peuvent apporter sur certains matchs. Hilliard est capable de sortir le match qu'il faut si il est dans un bon soir. Il a fait un match à 32 d'évaluation et 31 points contre Vitoria, petit signe du destin. Voigtmann, lui, a fait une vraie belle fin de saison. Sur les 5 derniers matchs, il a été très costaud avec 24, 17, 31, 22 et 13 d'éval. Donc voilà, faut garder Voigtmann dans le coin de la tête. Du côté du Fenerbahçe, ça découle du reste de l'équipe. C'est du Marko Guduric, forcément, et du Daishon Pierre. C'est les couteaux suisses de l'équipe. Guduric, lui, a carrément changé le visage du Fenerbahçe cette saison depuis son arrivée. Pierre, lui, est un ovni. C'est un dur au mal. Il est capable d'apporter partout. Donc, ils font bien plaisir ces deux-là. Donc, ça va être des sérieux facteurs X pour le Fenerbahçe. Et enfin, je suis aussi allé chercher quelques surprises possibles. Donc du côté du CSKA, est-ce que Lundberg peut pas faire un match énorme histoire d'arracher, on ne sait pas, peut-être un match bascule genre le Game 3 ou un Game 5, lui aussi qui est une vraie sensation depuis son arrivée du côté du CSKA. Et le Fenerbahçe, je mise une pièce sur Lorenzo Brown qui est quand même le leader ou un des leaders de la second unit du Fener, et Kylo Quinn qui pour moi va être une arme défensive plutôt intéressante. Donc on parlait de Johannes Voigtmann, possibilité de lui envoyer du Kylo Quinn qui est quand même physiquement très costaud et capable de lui rentrer dans la gueule et qui peut potentiellement sortir au large vu que Voigtmann a des tendances à aller shooter à 3 points. J'essayais aussi d'imaginer un scénario sur qui pouvait défendre sur Nando De Colo.
Peut-être du Daniel Hackett, à voir, ou du Darwin Hilliard, même si c'est pas des vrais spécialistes. Pourquoi pas demander à Clyburn de le faire, mais c'est pareil, c'est pas un vrai spécialiste. Donc voilà, cette série m'enchante beaucoup, et pour moi, le pronostic sera un 3-2 pour le Fener. Et je te rejoindrai sur le 3-2 pour le Fenerbahçe. Pour les raisons que tu as évoquées, qui sont très justes, l'absence de James et Milutinov, qui sont deux des trois forces offensives les plus importantes du CSKA, qui ont conditionné la manière de voir le jeu et de faire le jeu 10-10, puisque quand tu as un joueur du talent de Milutinov au poste bas, c'est quasiment invincible au poste bas finalement, et ça permet à des joueurs comme Shengelia et Voigtman d'exister en écartant le jeu. Ou de jouer le backdoor comme fait merveilleusement Shengelia, mais sans Milutinov, qui fixe bien, mais qui a, même s'il fait peu de passes, il a un jeu de passes, en tout cas il fixe les défenses, et un mec à la création comme Mike James, ça se remplace difficilement. Lundberg est très talentueux, mais il a, pour l'instant en tout cas, il n'a pas un quart du volume de Mike James. Et donc j'ai essayé de réfléchir les choses en termes d'opposition, puisque vu que le collectif tel qu'il a été construit ne fonctionne pas sur les oppositions, c'est choisis ton poison, quoi. Et ce que tu disais, c'était très juste. Autant Daniel Hackett va défendre Nando, je pense qu'il y a peu de doute par rapport à ça, mais qui va défendre Guduric à ce moment-là, parce qu'Hillard aura des grosses difficultés face à lui, sur la mobilité, notamment latérale, et qui va défendre Voigtman, parce qu'O'Quinn est là, s'il joue, c'est aussi pour protéger le backdoor, donc s'il sort sur Voigtman, qui protège le backdoor à ce moment-là. Des joueurs comme Duverioglu étaient en grande difficulté. Bartel avait bien commencé, mais c'est très compliqué pour lui. Sur l'expérience et la présence des talents, si Melih Mahmutoğlu décide pas de faire un nouvel apéro après son mariage, et que les joueurs sont là, je vois le CSKA en manque de ressources et de solutions par rapport aux problèmes que vont poser les individualités du Fenerbahçe. Je suis d'accord. Et avant de laisser Corentin ou Mathieu parler, j'ai fait le point stat depuis l'arrêt de Milutinov. Le bilan du CSKA, c'est 8 victoires pour 3 défaites. Et en fin de saison, du coup, quand Mike James a été suspendu par Itoudis, le CSKA, contre des équipes à relativiser, mais sont à 3 victoires, 0 défaites. Voilà. Donc, certes, il y a leur absence, ils ont réussi à trouver d'autres solutions. Mais voilà, c'est le Fenerbahçe qui lui arrive avec beaucoup plus d'armes en face. Messieurs, à vous. Wow, c'est intéressant, vous m'avez presque convaincu, donc je vais laisser la parole à Mathieu histoire d'aiguiser mes arguments. Ouais, moi je table sur un prono inverse, c'est-à-dire que je vois 3-2 pour le CSKA Moscou. C'est vrai que c'est très difficile d'analyser cette série parce que au complet, ça serait vraiment très très belle affiche aussi, mais l'absence de Milutinov, clairement, elle va encombrer pas mal le CSKA, plus Mike James. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'intuition. J'ai l'impression que Shengelia va être un peu l'homme de la série et qui va vraiment porter le CSKA sur les épaules. Il y a un facteur déterminant pour moi aussi, c'est clairement Will Clyburn. Et la match-up Clyburn versus Guduric, elle peut être déterminante et faire la bascule dans la rencontre, enfin dans l'opposition, d'un côté comme de l'autre. Le Fenerbahçe a quand même des forces, notamment la qualité tactique de Kokoskov et les ajustements en défense qui peuvent être intéressants. Mais ouais, je pense que le CSKA Moscou a peut-être un petit peu plus d'arguments, mine de rien, par rapport au déroulé de la saison. Là où le Fenerbahçe a fait un peu plus de dents de scie. Certes, s'ils sont au complet, vu qu'il y a moins de blessures, en tout cas moins importantes, le Fener peut l'emporter, mais pour moi, le CSKA un poil au-dessus. Mais comme je vous dis, c'est sur un ressenti. Je pense que Shengelia va vraiment faire la série de sa vie, quoi. Il est obligé de la faire. Ah, pas le choix. Et Clyburn va être super important aussi. Il faudra qu'il soit présent sur chaque match. C'est vrai que la saison a été compliquée pour lui. Il était passé un peu derrière le trio James, Shengelia, Milutinov. Il était blessé aussi en début de saison, mais c'est un joueur, je l'adore. Je crois beaucoup en lui et j'ai envie de le voir exploser aussi. Voilà. Je partage l'avis de Mathieu. J'étais très inquiet, notamment avec la perte de Mike James et le fait que t'as pas mis Milutinov, notamment face à une équipe qui est dernière au rebond sur la saison. Donc, bien sûr, il y a l'ajout de Kyle O'Quinn. Donc, je me suis posé la question sur est-ce que l'adresse et la volonté de jouer vite du Fener vont prendre le dessus. J'en ai énormément parlé avec Romain
et je voyais un upset. Mais je sais pas pourquoi ces derniers jours j'ai revu mon jugement et alors peut-être que j'ai vu moins de matchs du Fener aussi que du CSK, mais je vois 3-2 pour le CSK. Euh, j'ai juste hâte de voir cette série. Pour moi, ça va être la plus intéressante parce que c'est pas vraiment une série 2-7. Pour moi, c'était une série qu'on aurait pu voir au Final Four. Enfin, un match qu'on aurait pu voir au Final Four, pardon. Donc j'ai vraiment hâte et je vois les Russes l'emporter et pareil, Shengelia faire la série de sa vie et jeter bien un œil à j'allais dire Shavon Shields, pardon, Darren Hilliard. Je confonds tous les anciens de Basconet, il y a trop de joueurs qui sont passés par chez toi, Romain. Et j'ai hâte de voir s'il va pouvoir passer une étape et être vraiment un joueur offensif dominant et voir s'il va se donner en défense. Voilà. Et dernier petit truc juste par rapport à ça. Ouais. Vas-y Mathieu, je voulais juste dire sur la série, ce qui peut être intéressant justement, c'est que l'absence de Mike James va peut-être leur permettre aussi de sortir du stéréotype. C'est-à-dire que c'est le joueur qu'on attend toujours du côté du CSKA. Donc quand on va les affronter, forcément, on va se concentrer sur Mike James. Sur la saison régulière, ça se sent moins parce que chaque semaine, c'est une opposition différente. Mais vu que là, on est sur un contexte de série, c'est plus facile de s'ajuster quand on sait d'où vient la menace. Alors que là, peut-être qu'il va y avoir une répartition des rôles et des tâches qui va davantage perturber le Fenerbahçe. C'est ce qui s'était passé au Final Four 2019 où Clyburn avait eu le ballon alors qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit du tout lui qui l'ait. Et ça avait fait la différence, hein, notamment sur la finale. Romain, tu disais ? Oui, moi j'avais une question. Comment le CSK va réussir à gérer l'axe, on va dire l'axe fort ou l'axe du mal, comme vous voulez, du Fenerbahçe, c'est-à-dire la connexion sur pick and roll entre Nando et Yann Vezeli. Parce que ça va apporter tellement déjà va falloir le défendre, et si tu veux pas prendre 50 points par l'un ou par l'autre, va falloir un moment stopper le duo. Mais le problème, c'est que du coup derrière, dans ton organisation défensive, t'as plus Milutinov pour faire le grand babar dessous, pour intimider tout le monde, et j'ai pas de réel spécialiste défensif du côté du CSK. Ils sont capables de faire les efforts, mais il n'y a pas un vrai stopper. Et du coup, à côté, tu as quand même donc Guduric, du Deshaun Pierre qui sont capables d'envoyer, du Lorenzo Brand qui est capable de prendre les clés du match. Si Kokoshkov décide de coller un petit Jarrell Eddy dans le corner pour juste récupérer catch and shoot et marquer à 3 points, j'ai l'impression que le CSK, sans toutes ses armes, va avoir du mal à gérer le duo. Et autre petit point qui va répondre un petit peu à tout ce que vous venez de dire, c'est... non, ça y est, j'ai perdu où j'en étais. Oui, Mike James. Son absence va être d'autant plus préjudiciable au CSK que dans les moments chauds, c'était lui l'assassin. Et cette saison, il l'a prouvé par deux ou 3 tirs au buzzer. Clyburn est capable de le faire, mais est-ce que pour l'instant c'est défini? Est-ce que c'est lui qui va avoir ses clés à ce moment-là du match? Est-ce qu'ils vont demander à Shengelia de le faire? Est-ce que Darren Hilliard va pas vouloir se faire briller, etc. C'est intéressant. On sait pas trop, et voilà. Mais l'absence de Mike James est peut-être plus préjudiciable au CSK que ce qu'on peut le penser. J'ai l'impression. Avant d'enchaîner sur le match suivant, pour te répondre, je serais pas étonné de voir Itoudis mettre en place une zone ou une box and one pour empêcher en fait avec du coup Hackett sur le premier porteur de balle, allant le chercher très haut pour empêcher les premiers end-off, vous savez qu'il y a en général avec Pierre ou Guduric, dans la mesure où le Fener est assez irrégulier à 3 points, à l'image de Jarrell Eddy. Voilà, mettre une zone, ça expose pas forcément énormément une équipe comme le CSKA, puisque le Fener met beaucoup de 3 points sur des pull-ups, donc si tu empêches le joueur de commencer à créer son tir en mettant une zone un peu agressive, d'une part tu protèges la raquette, tu protèges du coup l'axe 1-5 et soit le flair, soit le plongeon du pivot vers l'intérieur, et le temps que le Fener réajuste, voilà, ça m'étonnerait pas de les voir commencer par une zone ou par une box and one. Je suis d'accord avec toi, et je pense aussi l'alternative, ça va être de sacrifier potentiellement un joueur. Je pense que De Colo, de toute façon, personne ne peut vraiment le défendre. C'est des joueurs, tu peux aussi limiter l'impact, mais défendre difficile. Par contre, Vezeli, si tu dis à Bolomboy, tu lui rentres dans le lard, tu fais des fautes, c'est pas grave. Exactement. Tu le frustres en fait pour le sortir du match. Michael Eric aussi, il est là pour ça.
Exactement. Et c'est pas des joueurs que tu attends forcément sur du jeu d'attaque. Donc l'important, ça va être qu'ils se concentrent sur des tâches défensives comme ça face à des gros joueurs. Et si tu frustres Vezeli, qui en plus aime pas trop le contact, c'est pas un joueur rugueux, ça peut devenir compliqué pour lui aussi. Ouais, moi, je suis pas inquiet pour la défense du CSK, je suis inquiet pour l'attaque du CSK. Vraiment sur les capacités de création et voilà, Shengelia va devoir être parfait. Ouais. C'était pour moi le mot de la fin sur cette série. Je vous propose d'enchaîner sur l'affrontement numéro 3 contre numéro 6 avec l'Anadolu Efes Istanbul qui rencontrera le décimé Real de Madrid. C'est ça, et c'est moi qui m'y colle. Alors, je trouve que c'est une opposition qui est super intéressante parce qu'on a deux équipes qui sont dans une dynamique complètement inversée. Je vais commencer par l'Anadolu qui a connu aussi une saison mouvementée. Alors, j'ai choisi volontairement de couper la saison en deux en prenant les 17 premiers matchs où on avait un bilan de 8 victoires et 9 défaites pour l'Anadolu dans un contexte particulier avec un Shen Larkin absent au début et la nécessité pour Ataman de réajuster son jeu offensif en offrant davantage de responsabilités à Vasilij Micic et à Krunoslav Simon. Le jeu offensif s'appuyait énormément sur le tir à 3 points et forcément il dépendait aussi pas mal de l'adresse au shoot. Puis progressivement Larkin est revenu et sur les 17 derniers matchs, on est sur un bilan de 14 victoires pour 3 défaites, dont une série de 8 victoires consécutives avec une équipe qui était beaucoup plus en rythme, alors qu'il retrouvait une meilleure répartition des tâches et du leadership, d'autant plus que Micic avait plus forcément peur non plus de s'assumer dans le jeu d'attaque, et des role-players qui avaient bien intégré leurs responsabilités, que ce soit Dunston, Bobois ou encore Moerman. Au final, on a une équipe qui est quand même très, très offensive, deuxième meilleure attaque de la régulière avec un peu plus de 84 points de moyenne, cinquième au pourcentage à 3 points. C'est la deuxième équipe qui en tente le plus. C'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur le volume, avec voilà, cette volonté toujours d'être agressive, de jouer rapidement les possessions. C'est une équipe qui a aussi la volonté de remporter clairement la compétition. L'année dernière, ils avaient très bien entamé avant que la saison soit tronquée par le contexte sanitaire. Et puis là, on va dire, ils retrouvent leurs joueurs au meilleur moment. Ils en avaient besoin. Larkin était en mode diesel cette année, mais là, on sent que voilà, il a vraiment retrouvé son état de jeu habituel. Et ça, c'est un gros plus pour l'Anadolu. En face, effectivement, on a une dynamique complètement inversée avec cette équipe du Real. Elle aussi, une saison mouvementée. Pareil, si on prend les 17 premiers matchs de la saison, on a un bilan plutôt satisfaisant de 12 victoires pour 5 défaites. Continuité par rapport à la saison dernière, une équipe avec des joueurs expérimentés qui donnait en plus l'impression de remporter les matchs sans forcément forcer. Parce qu'il y avait derrière l'expérience, la maîtrise du jeu. Et puis il y a eu le départ de Facu Campazzo NBA, la blessure d'Anthony Randolph, out pour la saison. Et finalement, rien que ces deux joueurs-là, ces deux joueurs du 5 qui sont absents et qui ne sont pas remplacés. Et donc, sur les 17 derniers matchs de la saison, on est à 8 victoires et 9 défaites. Et la plus longue série de victoires sur cette période-là, c'est 2 matchs. Et ça a été fait à 2 reprises. Donc, il y a une perte de confiance probable. Il y a de la fatigue accumulée dans une équipe avec des joueurs vieillissants, à l'image de Lioul, Reyes, Fernandez. Un rôle de plus en plus important aussi donné à Tavares. On savait que c'était le joueur providentiel de cette équipe, notamment par sa contribution défensive, mais il est aussi de plus en plus responsabilisé en attaque. Et en parallèle à tout ça, il faut intégrer des jeunes, Garouba, Alocen, Abaldé, et des joueurs qui, eux, ont eu une utilisation irrégulière et un apport irrégulier, que ce soit Deck, Jeffery Taylor, Laprovitola, Fabien Causeur. Je n'ai pas cité Trey Tompkins, qui pour moi est vraiment un joueur qui a été stable sur la saison à l'image de Tavares. Donc c'est une saison un peu de transition pour ce Real qui arrive effectivement pas au mieux de sa forme. Malgré tout, c'est la 5e défense, ils sont 5e au rebond, premier au contre. On sent l'influence de Tavares. Ça reste une équipe athlétique avec un bon QI basket, certes en perte de vitesse offensivement, mais qui a une rigueur collective, notamment en défense, et une grande qualité de coaching avec Pablo Lasso. En conclusion, moi, sur cette série, c'est vrai que l'Anadolu arrive plus en forme. Ils ont une pluralité de joueurs qui peuvent faire sauter le verrou en attaque. Maintenant, du côté du Real, l'expérience est un peu plus importante. Il y a quand même vraiment la dimension défensive. Pour moi, ça va être leur seule possibilité de remporter la série, ça va être la défense. L'impact de Tavares, ça va être intéressant de le voir aussi comment ils vont s'ajuster pour le défendre. L'opposition face à Dunston peut être vraiment sympa. Voilà. Pour moi, en gros, cette équipe du Real va devoir rentrer dans le tas, jouer physique et rugueux. Malgré tout, je suis un peu joueur, donc je donne victoire au Real 3-2.
Wow, Ouais, la grosse cote. Oh, Ah, j'avoue. je suis joueur, je veux du débat. À vous les gars. Ah, bien joué. Oh. Vas-y, Vache. Corentin. Putain, je m'y attendais pas à celle-ci. Moi, je les ai pas mis vainqueurs, hein. J'ai mis une victoire en 3-2, je crois. Ah ouais, je suis sur les fesses parce que je m'y attendais pas à celle-là. Te connaissant, ça m'étonne. Mais bon, ça fait plaisir. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur le Real. C'est une équipe qui prend soin de la balle. Il y a très peu de pertes de balles. J'ai trouvé qu'aussi, ils étaient assez solides au rebond. Donc, du coup, l'impact de Tavares, je vais le trouver super important. C'est vraiment le mec qui fera la série pour moi. Malgré tout, l'impression visuelle de l'EFS en cette fin de saison, je trouve que c'est juste. Enfin, on a vu leur match, c'était une attaque de feu. C'était incroyable. Malgré tout, c'est la défense qui fait profiter l'attaque chez eux, avec beaucoup de limitations de points de l'adversaire et des interceptions qui envoient des contre-attaques très fortes. C'est 6 interceptions par match, les Fesses. Ils ont perdu Deck, le Real, donc je vois absolument les Fesses gagner soit 3-2, soit 3-1. C'est dommage parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein. Des gars comme Causeur ou Tavares vont être hyper précieux, mais je vois pas faire la maille. Typiquement, un gars comme Laprovitola, pour moi, c'est là qu'il va devoir montrer s'il a le niveau pour tenir une équipe. Et je pense pas. Ça sent la fin de cycle, mais en même temps, je trouve ça merveilleux parce qu'ils sont en train d'ajouter des pièces. Et même si Poirier ne pourra pas jouer l'Euroleague, le futur s'annonce très intéressant du côté du Real. Mais en tout cas, ça jarte. Bah c'est bien, Coco, tu me fais carrément des transitions parce que du coup, bah, je vais mettre fin à tout suspense. Pour moi, l'Anadolu peut gagner 3-1 cette série. Merci au Real d'être arrivé en playoff et d'avoir tenu et proposé à un certain niveau malgré toutes ces péripéties de l'année, comme on vient de le dire. Mais à l'année prochaine, et l'année prochaine, je les mets presque comme déjà favoris pour un Final Four. L'Anadolu, beaucoup de force. Notamment, j'étais en train de regarder leur fiche d'équipe. Beaucoup de force pour épuiser Tavares. Ils peuvent envoyer du Tibor Place, du Sanley, du Dunston, qui Dunston est clairement un défenseur élite en Euroleague. Donc, ils ont du vrai matos pour stopper directement le joueur majeur du Real. Donc ça, pour moi, ça va être le point clé de la part d'Ataman et ses hommes pour stopper le Real. Le Real qui, s'il doit prendre un match, ça viendra probablement. Donc pour certains, le Factory, c'est un Fabien Causeur. Pour moi, ça va être du Trey Tompkins qui va pouvoir peut-être faire un match plutôt sympa, histoire de sauver le Real d'une mauvaise passe. Sur lui qui peut le défendre, il y aura forcément du Adrien Moerman, mais j'ai l'impression qu'il peut le balader un petit peu comme il veut, même si Moerman est un guerrier et ne lâchera rien. J'ai l'impression que Tompkins peut se mettre dans des dispositions pour faire un très grand match. Beaucoup de points négatifs, effectivement, pour le Real en termes de backcourt. Face à Larkin Misic, ça va être un réel enfer. La Provitola, il a sorti peut-être 1 ou 2 matchs de sympa dans la saison, mais c'est bien tout. Liul revient d'une arthroscopie du genou, donc voilà, en plus de son âge qui commence à lui peser à ce niveau-là, ben, ça va être très très compliqué. Donc ouais, l'Anadolu sans trop de difficultés. Et le Real, j'ai vraiment hâte d'être à l'intersaison et d'être l'année prochaine. C'est très juste ce que vous dites, hein. Je vais pas en rajouter beaucoup, si ce n'est que l'impression que ça me laisse comme ça quand on essaie d'analyser les oppositions, c'est que l'Anadolu a les armes ultimes contre la configuration du Real Madrid. Je m'explique. Alors, les pertes de joueurs comme Campazzo, Randolph, Deck, c'est 3 joueurs qui avaient un rôle primordial alors, dans l'attaque du Real, bien sûr, mais surtout dans la défense du Real collective. 3 joueurs avec un haut QI basket, versatile, agressif. Et là, on se retrouve avec, sur l'attaque comme playmaker,
la Provitola essentiellement et Alberto Abalde qui est meilleur en sortant du banc qu'en titulaire. Hein. C'est une espèce de rookie wall, même s'il n'était pas vraiment rookie, ce qu'il a pu subir. Donc autant l'attaque du Real, je pense que ce sera quelque chose de très très simple, hein, avec du travail sur le 1-5 et puis ensuite Tompkins dans le corner. Ça m'étonnerait pas de voir le Real débuter avec une line-up très grande. Je pense qu'il y aura la Provitola quoi qu'il arrive à la main, mais ce serait pas étonnant qu'il y ait par exemple Taylor, Abalde, Tompkins, Tavares, quelque chose comme ça. Ou Tompkins, Garouba, Tavares par exemple, parce que ils ont de telles carences vis-à-vis de leurs oppositions qu'ils vont essayer de jouer tout sur l'aspect physique et densité pour ne pas permettre à leurs adversaires de commencer à se mettre en place. Mais la question qui reste en suspens, c'est comment on fait pour défendre Misic et Larkin quand les deux sont sur le terrain. Parce que Larkin devrait débuter sur le banc. Il n'y a personne sur le banc pour pouvoir le défendre, et quand il y a les deux, je pense que Fabien Causer va avoir un rôle déterminant parce qu'il va falloir qu'il s'attache à surveiller un des deux, voire les deux, et ensuite ça va être Jeffrey Taylor qui va s'occuper de l'autre, hein, en alternance avec Abalde. Quoi qu'il en soit, ça va être très compliqué pour eux. Et ce que tu disais, Romain, qui était très juste, c'est que l'Anadolu a les armes pour limiter, ou en tout cas fatiguer Tavares, avec 3 pivots, les 3 protecteurs d'arceau, avec des profils un peu différents, mais ça va être très compliqué pour le Real. Un garçon comme Garouba, aussi talentueux soit-il, pourra pas défendre Adrien Moraman parce qu'il n'est pas capable de sortir, il mord trop sur les feintes, et Adrien Moraman, typiquement, sortir et feinter, c'est son truc. Voilà, je vois le Real en prendre un sur l'expérience, et j'aimerais qu'ils en prennent plus, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas aussi accepter la possibilité que ce soit une fin de cycle, ou en tout cas c'est ce qu'ils signifient par leur recrutement déjà en cours, hein. Voilà, l'Anadolu trop fort sur la dynamique, trop fort sur les talents, trop fort sur les atouts qu'ils ont par rapport au Real de Madrid, qui est trop diminué sur exactement l'inverse opposé. Est-ce qu'on enchaîne ? Ouais, l'opinion était pas mal répartie. Je pense qu'avec la série précédente, c'est 2 séries qui vont être très intéressantes, mais pas autant que les dernières. Ouais, tout à fait. Alors, la dernière série qui est vraiment, selon moi, la plus difficile ne serait-ce qu'à évaluer et à analyser, au-delà du résultat final. Donc, c'est le 4e, l'Olympia Milano, qui rencontre le 5e, la surprise de la saison, le Bayern Munich d'Andrea Trinchieri. Et je te laisse enchaîner. Bah oui, c'est la plus intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a le futur vainqueur de la compétition dans cette opposition. Pourquoi ? Tout simplement parce que Romain a parié, et on l'a dit, j'ai enregistré, il y a les faits, les preuves sont là, que si Milan, c'était au Final Four ou gagne ? Non, gagner, commence pas à me mettre dans la sauce. Si Milan gagne, monsieur Romain achète le maillot de Milan et le porte. Voilà, et pas le maillot de championnat avec tous les sponsors, le maillot Euroleague, hein, sympa quand même. On aurait pu abuser, il est obligé de porter l'autre. Non, beaucoup de choses à dire. C'est la seule opposition où il y a une des 2 équipes qui a pris le dessus sur l'autre en saison régulière. Milan a gagné 2 fois contre le Bayern. Alors Milan, c'est quoi ? Milan, c'est une équipe qui en début de saison, malgré la blessure de Punter, il y a eu des blessures de Delaney, etc. À la mi-novembre, ils étaient à 3-3 avec des belles victoires, notamment sur le Bayern et le Real. Ils ont un peu fait n'importe quoi en perdant contre des équipes comme l'Étoile Rouge ou le Pana qui ne devaient pas perdre. Malgré tout, ils ont quand même gagné pour la première fois depuis 87 à Tel Aviv. Donc c'était une saison un peu spéciale pour les Milanais, puisqu'en plus ils vont faire des grosses séries en allant chercher des belles victoires, notamment face au Real. On avait beaucoup commenté ce match-là parce que Sergio Rodriguez avait été énorme. Et en janvier, c'est 6 victoires d'affilée qui l'ont propulsé à la 3e place. Malgré tout, il y a eu des blessures. Shevon Shields, Vladimikov. Alors, pour la petite parenthèse, Shevon Shields est bien revenu, hein, puisqu'il a éclaté la Virtus Bologne ce week-end en marquant la bagatelle de 34 points, si je me trompe pas. Voilà. Et c'est la première fois depuis 2014 que Milan est de retour en play-off. Messieurs, je vous demande simplement à chacun de me sortir déjà le coach, si vous l'avez, et également un joueur de cet effectif à l'époque qui était dans ce Milan des playoffs. Allez-y rapidement, je suis sûr que vous en avez quelques-uns. David Moss. Ouais. Il devait y avoir Daniel Hackett, certainement. Yes.
Le coach, j'ai aucune idée de qui ça pouvait être. Mathieu, Romain, vous avez des gens dans le lot en tête? Oh non, là, j'ai rien. Attends, je me souviens plus de cette époque, moi. Eh ben, c'est honteux, Mathieu. C'est honteux. Attends, t'as dit quelle année? 2014. Google n'est pas ton ami au cas où. Je le dis au cas où. Oui, non. Il n'y a rien à gagner ou à perdre. Mais... Surtout pour cette équipe. Mais je sais pas, il n'y avait pas... comment il s'appelait le coach? Il y a peut-être Keith Langford aussi. Il y avait- je sais plus. Il n'y avait pas encore l'Italien là, qui est parti en NBA. Attends. Il n'y avait pas répété ça à un moment? Niccolò Melli. Ouais, Niccolò Melli, ouais. Niccolò Effectivement, Melli, il n'y a ouais. pas arrêté ça. C'était Le pas lui, coach, c'est un coach italien. Gallinari était déjà parti. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Et ok. Bon, je voulais que je vous donne votre langue au chat. Ouais, vas-y, envoie. Alors, le gros matou étant moi, le coach c'était Luca Banchi. Attends, ils sont pas Langford. Il y a Langford, ouais. Il y avait Alessandro Gentile, Bruno Cerella, Christian Kangour, Ioannis Atinaou qui est pas resté longtemps, Marquez Heinz, David Moss, on l'a déjà dit, Gani Lawal, CJ Wallace pour ceux qui s'en souviennent bien, et Samardo Samuel. Oh, cette équipe de gangsters. Oh, de ouf, c'était l'équipe dans les vestiaires. À mon avis, ça devait s'éclater des grandes chaises dans la frappe sous des néons en mode WWE. Bref, toujours est-il que moi, c'était mes premiers amours et c'est l'équipe avec laquelle je joue encore à Touquet. Voilà, c'est dit. Je suis très content de vous avoir fait un peu galérer là-dessus parce que c'est à l'image de cette série qui va être très dure parce que de l'autre côté on a le Bayern dont c'est la première apparition pour un club allemand en play-off et même s'ils avaient perdu leur match d'ouverture contre les Milanais justement sur un tir à 3 points au buzzer de Shaven Shields, ils ont remporté leurs 4 prochains matchs avec des matchs super intéressants et d'anthologie. À savoir également sur 8 matchs à un moment, le Bayern a gagné 7 sur les 8 à domicile. L'Odidome, c'était une forteresse. Ils ont abattu l'Anadolu, le Fener. Donc voilà, il y a eu des belles victoires, des additions aussi dans l'effectif. Alors je confonds toujours, c'est Weller Bab qui arrive en cours de saison. Vous me corrigez, les mecs. C'est Silé qui arrive. DJ Silé. Ouais. Je les confonds toujours les deux, je sais pas pourquoi. Mais super parce que addition. C'est les mêmes. Hein. Ouais, bah oui, super addition. Et puis, si je me trompe aussi, c'est peut-être parce qu'il y a un fort collectif avec une équipe qui se base sur une défense de fer et un jeu de transition rodé. Ils ont terminé 3e à l'interception. Et en plus, le truc qui est fou, c'est que ils étaient 2e sur les points marqués suite à une perte de balle. Donc, très forte équipe là-dessus. Ils ont amélioré tout au long de la saison leur tir à 3 points, même si bon, ils restent sous les 40%. Enfin, ils étaient 4e équipe à encaisser le moins de points. Ça, c'est super intéressant. Et bon, l'intensité défensive du Bayern a non seulement rendu les adversaires mal à l'aise pour tirer, mais aussi à se le partager, parce que c'est l'équipe qui concède le moins de passes D. Donc, les inquiétudes, elles sont simples du côté du Bayern, c'est qu'ils ont eu du mal à l'intérieur, vu qu'ils sont 17e de cette Euroleague à 51%. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y aura un moment, une star, Lucic, pour prendre le match en main dans les moments chauds? Petite pensée pour notre ami serbophile Romain. Et puis, de l'autre côté, Milan a des certitudes. Ils ont excellé offensivement, avec 80,4 points par match. Donc, c'est la 4e équipe qui marquait le plus cette saison. La plupart de ces points, c'est à 3 points. 41,5%, 2e équipe en termes de qualité shoot à 3 points. Donc du coup, j'ai trouvé également des inquiétudes du côté de Milan parce que même s'il y a une cohérence à 3 points, des lancers francs qui se sont améliorés, il y a un faible taux de perte de balle, c'est l'équipe avec le moins de passes D, avec des gros croqueurs comme Delaney ou Punter. Je parle pas pour l'instant de Shields, mais l'équipe a également souffert en ne réussissant pas à défendre les gros shooters extérieurs. Donc il faudra s'appliquer au rebond défensif, il faudra s'appliquer en défense, et à certains moments, il va falloir ralentir les égos de certains. Voilà. Je pense que dans l'équipe, on est surtout soit très pro au Bayern, soit très pro Olympia Milano. Moi, je supporte Milan. Malgré tout, je les vois se faire surprendre. Et si c'est pas le cas, il essaie beaucoup de gomme avant d'aller se faire éclater par le Barça, parce que ce Bayern est très accrocheur et énervant. Voilà, les gars. Tu les vois se faire surprendre, mais tu les vois quand même au Final Four.
Bah, je les vois soit se faire surprendre, tu vois, type 3-2 pour le Bayern, soit laisser énormément de gomme et aller se faire éclater par le Barça derrière. Il Tu me vois, faut un c'est... pronostic, Corentin. Là, c'est trop le cul entre deux chaises. Non, Eh c'est ben pas possible écoute, ça. je les vois passer au forceps, mais laisser de la gomme. Très Malheureusement, bien. je pense pas que ce soit l'année où Romain va acheter le maillot des Reds. Ah oui, parce que les Reds, c'est eux aussi, enfin les Red Shoes, ils s'appellent. Donc voilà. Mathieu. Super tout ça. Bah, moi, je vous avoue, je suis pas pro Milan, je suis pas pro Bayern, je suis pro les deux. Oh là 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 Non, là là, mais tu suis. Français c'est vrai. Véron. Le Suisse de Eh, l'équipe, j'avoue. je vous rappelle que le Bayern, c'est moi qui l'ai mis troisième dans nos pronos, c'est moi qui croyais le plus en cette équipe en début de saison. C'est vrai. C'est vrai. Mais après le Milan, voilà, ça reste équipe de cœur, juste parce que c'est une équipe italienne, tout bêtement, et je suis content quand il y a des représentants à ce stade de la compétition. Sur le fond de jeu, clairement, le Bayern m'a offert beaucoup plus de garanties et beaucoup plus de plaisir aussi dans les matchs. Un gros QI basket avec une grosse défense, des joueurs d'impact, plein de belles surprises entre Reynolds, Baldwin, Sile, on en a parlé, Lucic aussi qui a step up, je trouve, cette année. Donc c'est super. Du côté du Milan, bon, quand on regarde l'effectif, ils ont un effectif monstrueux avec que des joueurs en réalité qu'on aime si on les prend individuellement. Le souci, c'est que collectivement, c'est vrai que Messina n'a pas semblé très inspiré sur l'année, mais ça n'a pas empêché de gagner. Et c'est la raison pour laquelle moi je crois en cette équipe de Milan. Alors ouais, c'est typiquement l'équipe qui emmerde un peu parce que elle n'est pas plaisante à avoir joué, elle n'est pas sexy, mais ils savent prendre les matchs, ils savent les gagner, et j'ai peur que cette équipe du Bayern, elle soit en manque de ressources à un moment face à une équipe qui est assez imprévisible. Messina, il a agi toujours à l'opposé de ce que je m'attendais à ce qu'il fasse au cours de la saison. Je ne serais pas surpris qu'il décide d'un coup de propulser Rodriguez dans le 5 majeur et sortir de l'année, faire des ajustements qu'on n'a pas vu venir. Et du coup, je vois cette équipe de Milan s'imposer 3-2 dans une série qui sera, à mon sens, la plus relevée et la plus folle de toutes. Donc tu crois au fameux troll dont nous avait parlé, je sais plus si c'était Romain ou Olivier, le fameux Messina troll. Euh, Ah, bah, franchement, je pense que Milan va aller au Final Four, et même si voilà, nos cœurs d'amateurs et d'analystes de basket sont pas forcément contents de cette situation-là, je pense vraiment que c'est une équipe qui va gagner au talent. Tu vois, c'est un peu comme les Cavs, pour faire une comparaison avec la NBA, les Cavs de l'époque LeBron James, où ils n'avaient pas forcément un basket sexy, mais tu étais sûr que chaque année, ils étaient en finale NBA, quoi. donc le LeBron de Milan, c'est chez Van Shield, c'est ça? Bah, d'une certaine façon, oui, parce que c'est pour moi le joueur le plus constant de leur équipe. Mais quand tu as un moment une somme de talents individuels, des fois, ça peut être plus intéressant d'avoir une somme de talents individuels qu'un gros collectif avec des joueurs d'un cran en dessous. Voilà. C'est une série difficile à analyser, hein. Hier, on discutait avec Antoine Tartrou là, de l'Écho des Parquets, qu'on salue d'ailleurs, l'Écho des Parquets, pour leur boulot, qui nous demandait quelle était la série la plus intéressante à suivre, parce qu'il avait le temps que pour une seule. Alors, évidemment que je lui ai d'abord dit que toutes les séries étaient intéressantes à suivre, mais c'est vrai que s'il y en avait une à prendre, euh, c'était bien ce Milan-Bayern, pour deux raisons. La première, c'est que euh, il y a une énorme différence entre, d'un côté, le niveau intrinsèque de chaque équipe et ce que ça peut donner sur le terrain. C'est-à-dire que si on s'en tient juste au nom, et alors encore plus en début de saison, il n'y a pas de discussion entre Milan et le Bayern. Mais l'autre aspect, c'est ce qu'ont montré les coachs cette année. C'est-à-dire que Ettore Messina, moi, qui est un coach que j'adore, que je vénère, euh, j'ai pas réussi depuis l'an dernier et son retour en Italie à le voir proposer quelque chose d'intéressant ou d'adaptatif, si ce n'est la responsabilisation en alternance de certaines grosses individualités qui sont réelles, mais bon, franchement, pas sensationnelles. A contrario, le Milanais Andrea Trinchieri, lui, nous a montré toute la saison qu'il était capable d'adapter sa façon de jouer et l'utilisation de ses profils à l'équipe qu'il y avait en face. Donc, pour cette raison, moi je vois le Bayern tirer son épingle du jeu et s'imposer en 5 manches, donc 3-2. Euh, je
Le seul joueur que j'aime à Milan, moi, c'est Kyle Hines, mais Kyle Hines, je le vois vraiment potentiellement être très en difficulté face à Jalen Reynolds, qui devrait, lui, je pense, intégrer le 5 au détriment de Radosevic. Euh, la défense potentielle du Bayern est beaucoup trop forte pour laisser les individualités faire. Alors donc je pense qu'ils diront bah, vas-y, soit Kevin Putter, soit Malcolm Delaney, allez-y, marquez vos points, et puis ensuite sur le reste, vous allez voir et on va vous surprendre. Donc je n'imagine aucun upset sur les matchs, hein, c'est-à-dire pas d'écart monstrueux au cours de la série, que des matchs qui se joueraient en moins de 10 points et une victoire au final du Bayern 3-2. Romain. Eh bien, je partage ton constat parce que j'ai le même prono d'une victoire du Bayern 3-2. Pour moi, alors, tu as dit que Messina était un coach que tu vénérais. Moi, c'est un coach qui me vénère tout court. Du moins cette saison et depuis qu'il arrive à Milan, je n'arrive pas à accrocher à cette équipe. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'est Milan, je ne les vois pas gagner du fait de leur soliste, en plus de l'année, revient après donc la même chose que Llull, c'est-à-dire une arthroscopie du genou. Ils vont vouloir se faire la guéguerre de celui qui va gagner la série à lui tout seul avec Punter. J'ai peur d'un truc, et ça on en avait discuté avec Corentin, cette espèce de prophétie de ils ont fait les clowns toute la saison régulière et finalement en playoff ils vont se transformer en Spurs, et là ça me ferait bien chier. C'est pas pour autant que je vais aimer cette équipe. Et alors du coup toi Olivier, tu misais sur l'utilisation de Reynolds directement en tant que titulaire à la place de Radosevic. Ben moi j'aimerais vraiment que Trinchieri garde son esprit, où le mec sort du banc, parce que j'ai du mal à voir la second unit de Milan pouvoir le contrôler et le ralentir. Ils ont personne pour le faire. Même si Hines est un intérieur défensif, Reynolds est dans une année où il a envie de démonter tout le monde, où personne ne lui fait peur dessous, et j'ai hâte de voir ce buffle marcher sur Milan. Voilà, donc pour moi, le Bayern va gagner 3-2, et le seul représentant italien au Final Four sera Trinchieri et non l'Olympia Milano. Très intéressant. Des avis partagés, si ce n'est sur le fait que ça risque d'être très serré, c'est bien ça? Ouais, une des plus belles séries pour moi. Ah oui, clairement une des séries qui va être la plus serrée, peut-être avec donc du coup le CSKA Fener, mais c'est clair que ça va être peut-être la série la plus compliquée à voir. Et pas forcément intéressante, j'insiste, hein, mais pas forcément intéressante visuellement. Je ça n'en va être suis dans pas sûr l'efficacité. qu'on ait des beaux Basket. matchs, ouais. Mais ça va être rugueux et dense. Voilà, je sais plus quel jour a lieu ce match, donc attention, on le fait en live, hein, c'est artisanal. Donc Milan-Bayern, c'est mardi à 20h45, donc voilà, je vous conseille tous d'être devant votre écran cathodique, oui, parce que nous, ici, on a encore des écrans cathodiques pour pouvoir scruter ce match. Chers amis, est-ce Ce que que vous je vous vouliez... propose juste, les gars, Oui, ouais. vas-y. Est-ce qu'on peut, chacun son tour, on dit du coup les 4 noms de qualifiés qu'on aurait chacun, potentiellement pour le C'est Final ce que Four. j'allais proposer. Ah bah tu vois, on est liés. Je te laisse commencer du coup, Olivier. Donc voilà, moi je vois le Barça être opposé au Bayern Munich pour le Final Four, et de l'autre côté, je vois donc le Fenerbahçe affronter l'Anadolu Efes Istanbul pour le derby stambouliote. Ok. Corentin. Donne envie. Alors, on les connaît déjà, hein. CSM Oradea, Ostrovi Kipovski, Parma Perm, Ines. Ah non, on parle pas de FIBA Europe Cup. Pardon. Non, je déconne. Petit clin d'œil à Ludo et Adrien qui nous ont commenté cette belle compétition où mon équipe de l'Iraklis s'est fait souiller. Pour ma part, je vois une demi-finale Barça Exchange Milano, donc Olympia di Milano. Difficile pour moi, mes deux équipes préférées. Et l'autre côté, CSKA Efes. Dans un match qui va sentir la poudre.
Et du coup, pour moi, c'est Barcelone donc contre le Bayern et CSK Anadolu. Et avant de finir par ces pronostics, je tiens à dire que Corentin est officiellement le meilleur pronostiqueur de nous quatre concernant le top 8, puisque lui, hormis Valence, il ne s'était pas beaucoup trompé sur les équipes, que sur les places, alors que les trois autres avaient deux équipes qui sortaient du top 8. Je crois. Ah non, Matt, Matt, t'étais pas mal aussi. Hein. T'avais juste mis Valence en trop. Donc toi et Corentin, vous êtes les meilleurs pronostiqueurs. C'est une jolie manière de dire que ça. c'est nous les Ouais, nazes. C'est une jolie façon de dire que c'est Milan qui va passer, ouais. Parce que moi, du coup, j'ai la même que toi, Corentin, un Barça-Milan. Et de l'autre côté, du coup, moi, c'est ma grosse cote, c'est CSK Real. Oui, ça Voilà. c'est l'énorme cote. Hein. Alors, les garçons, je pense qu'on fera un nouvel épisode juste avant le Final Four, d'ici donc 2 semaines, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous vouliez aborder quelque chose, que ce soit sur l'Euroleague ou sur l'Eurocup, avant que l'on termine cette émission? Ouais, à tous les rageux qui parlent là, ils sont là, ils disent ouais, Bologne ils ont perdu. Je suis dégoûté. Voilà. on peut en parler 5 minutes hein, si vous voulez. Rapidement, je sais pas si quelqu'un voulait dire un petit mot en quelques minutes. Moi, je vais me taire parce que j'ai tellement de mots à dire. Ouais, moi je voulais juste. J'entends hein, la frustration et la culture de l'instant, là, on en a parlé beaucoup entre nous, sur WhatsApp notamment, mais évidemment que le fait que la Virtus n'aille pas en finale pour aller se faire souiller par Monaco, c'est une déception pour nous tous. C'est une déception d'autant plus pour eux, puisque l'an dernier ils étaient quand même sur la route pour y aller aussi, et il y a un processus qui a été mis en place sur les 3 dernières années pour faire renaître la Virtus, et moi j'estime qu'ils ont réussi à le faire, hein, puisque c'est un des clubs dont on parle le plus déjà, c'est la première preuve, et ensuite qui propose un des jeux les plus intéressants. Sur les différents épisodes qu'on a pu faire, je défie quiconque de me dire qu'il ne s'est pas régalé en regardant la Virtus cette année, du fait de la présence de Teodosic, mais tout simplement du fait de leurs ambitions de jeu. Ils ont été battus sur cette série par plus fort qu'eux. Mais c'est la loi du sport et ça arrive aussi. Voilà, on pense évidemment que Djordjevic ne va pas survivre à cette déception, mais par déception sportive, je pense que ce serait une erreur de remettre en question toute la démarche et le processus de cette équipe-là qui a fait un boulot incroyable. Ouais, compliqué. 19 victoires, 2 défaites, et les 2 défaites qu'il fallait pas. Pourquoi tu rigoles, toi, au fait? C'est le premier à défendre avec moi, là, il se marre. Non, mais ça me fait rire parce que c'est ironie du sort, quoi. T'es le meilleur, mais à un moment, pour être vraiment le meilleur, il faut gagner les matchs qui comptent. Et pour faire un parallèle, ça va être un peu le cas de Barcelone, d'ailleurs, sur cette Euroleague. C'est qu'on les a sentis archi-dominants, ils ont tout pour gagner. Mais à un moment, quand ça va être un Final Four, on sait que la loi du plus fort, elle n'est pas toujours respectée. J'ai une question par rapport à ça, d'ailleurs. Est-ce que, c'est un peu tôt, mais on est chaud là, est-ce que si le Barça ne gagne pas cette saison, c'est une déception? Oui. Tu sais quoi? Je pense qu'on pourra en parler dans l'épisode sur le Final Four et faire un débat sur le win now en prenant les Virtus Bologne, mais faire une émission qu'avec des débats là-dessus, je pense que ça aurait de la gueule. Ouais, je vous laisse y réfléchir quand même. Moi, je suis certain que oui, je peux déjà te répondre. Vu les investissements qui ont été placés, vu l'état d'esprit dans lequel ils évoluent depuis le début de saison et même les ajustements réalisés en cours de saison avec des arrivées, même à titre plus honorifique comme Gasol, n'importe quoi, c'est clairement, ce serait clairement une désillusion. Ils n'auront pas le droit de prendre l'excuse des Clippers la saison dernière en disant « Oh, mais non, c'était juste pour le plaisir, quoi ». Ouais, ou les Nets cette année. C'est une vraie question. Le changement de paradigme lié à l'arrivée d'un nouveau coach, aussi talentueux soit-il, ça change quand même beaucoup de choses dans l'acceptation de la part des socios, notamment à se dire cette année on va faire Final Four et puis l'année prochaine on verra. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Évidemment, je pense que ce serait une déception, mais ça peut se discuter. En tout cas, Romain, tu voulais te rajouter quelque chose? Non, vous avez tout dit. Très bien. Vous avez dit tout dit. Oh là là, c'est horrible, je vais devoir conclure là-dessus. Alors, amis de l'humour et du calembour, je vous propose donc de conclure cette émission là-dessus, en espérant pouvoir de nouveau
réitérer cette expérience à 4, parce que oui, à 4, c'est mieux. Pouvoir s'écharper la tronche juste avant le Final Four, pouvoir s'insulter copieusement sur les réseaux sociaux ou dans nos groupes privés sur les résultats des différentes équipes. En tout cas, voilà, la seule chose que je dirais, c'est aller le Fener, juste pour gagner nous aussi nos pronostics et nos hot takes du début de saison sur lesquels on disait qu'il serait au Final Four parce qu'on fait ce qu'on veut. Et moi, je vous fais des gros bisous à tous et je vous remercie d'avoir été là, les amis. Plaisir partagé. Et à très vite. Ciao, ciao. Tout à fait. Ciao. Salut.